Nos 5 sens nous abreuvent d'informations sur tout ce qui nous entoure. Mais aussi aiguisé soit-il, une chose échappe à notre système sensoriel. Le temps. On ne peut pas le voir, ni le sentir, ni l'entendre, ni le goûter, et pas non plus le toucher. On n'a pas d'organe sensoriel dédié au temps. C'est un produit de notre cerveau. Comment fait-il? Et pourquoi a-t-on parfois l'impression que le temps accélère et d'autres fois qu'il s'est arrêté? Donc le temps vécu est finalement élastique par rapport à l'horloge qui est un rythme toujours régulier. Ces moments suspendus sont-ils dus à un mécanisme cérébral qui nous expédie dans un autre état de conscience? Et si c'est le cas, peut-on l'utiliser à notre avantage? On a le contrôle sur notre ressenti du temps qui passe. Pourrait-on vivre plus intensément en devenant maître de notre perception du temps? Une chose est sûre, on sait mesurer le temps plus précisément que jamais. Les physiciens de l'Institut Gila ont mis au point une horloge atomique d'une justesse inégalée. Elle ne retardera d'1 seconde que dans 30 milliards d'années. Mais pourquoi avons-nous ce désir si pressant de maîtriser le temps? Donc on a eu besoin de maîtriser le temps pour coordonner les individus parce qu'on vit ensemble. Et si on vit ensemble, il faut vivre dans les mêmes temps. On a ainsi l'assurance que si on donne rendez-vous à un ami à 14 h, ça signifie la même chose pour nous deux. Exception faite des retardataires chroniques. Rien de plus simple que définir le temps. C'est ce que mesure une horloge, non? Je vais prendre un peu l'attitude de Saint-Augustin qui me dit que si on ne me demande pas ce qu'est le temps, j'ai le sentiment de savoir ce que c'est. Mais si en revanche, on me demande de l'expliquer clairement, je ne sais plus ce qu'est le temps. Le temps est un phénomène mystérieux. Parce que d'un point de vue physique, on ne peut pas caractériser ce qu'est le temps. Il n'existe rien de tangible qu'on puisse identifier comme du temps. Au grand désespoir des physiciens, Isaac Newton pensait que le temps coulait uniformément et sans relation à rien d'extérieur. Ça semble aller de soi. Que pourrait être le temps sinon quelque chose d'absolu? Il ne serait tout de même pas relatif. La théorie de la relativité d'Einstein a eu un énorme impact, parce qu'elle a fait voler en éclats l'idée intuitive qu'on se faisait du temps. Avant ça, on pensait que si je restais sur Terre et que mon frère jumeau partait explorer la galaxie à la vitesse de la lumière pendant 20 ans, on aurait le même âge à son retour. Mais la théorie de la relativité d'Einstein a montré que ce n'était pas le cas. Il aurait beaucoup moins vieilli que moi, car selon le contexte, le temps peut s'écouler à différentes vitesses. La raison, plus un corps se déplace vite, plus le temps va passer lentement pour lui. La dimension élastique du temps objectif, celui étudié par la physique, trouve un écho dans notre ressenti subjectif. Einstein a d'ailleurs expliqué sa théorie avec un exemple très parlant. Rester assis 1 heure à côté d'une jolie fille, cela va vous sembler durer 1 minute. Rester assis sur un poêle brûlant pendant 1 minute, cela va vous sembler durer 1 heure. La relativité, c'est ça. Notre perception du temps qui passe est donc relative, et souvent très différente du temps égrené par les aiguilles d'une montre. D'ailleurs, pourrait-on se passer de ce tic-tac régulier ? Seriez-vous capable de vaquer à vos occupations quotidiennes pendant 1 semaine sans montre ni horloge, tout en gardant la notion du temps? La communauté YouTube allemande d'Arte affirme à 46% que sans montre, elle aurait une meilleure notion du temps. 54% pensent qu'il est impossible de se repérer dans une journée sans jamais regarder l'heure. Du côté français, c'est exactement l'inverse. A-t-on besoin d'une montre pour garder un sens du temps ? Et dans le cas contraire, sur quoi se règle notre horloge interne? Pour le savoir, il faudrait se mettre en situation d'isolement complet, par exemple dans une grotte, coupée du monde extérieur. Une expérience hors du temps qui a été faite.
En 1962, le spéléologue Michel Siffre va se cloîtrer seul au fond de la grotte d'un glacier pour y rester 2 mois. Sans montre ni lumière du jour, il n'a plus aucun repère temporel. Son seul contact téléphonique lui sert à indiquer quand il se couche et quand il se réveille. 60 jours plus tard, on remonte Michel Siffre à la surface. Il s'étonne. Il a l'impression que seuls 35 jours se sont écoulés. L'isolation et l'obscurité ont déréglé sa perception du temps. Les relevés par téléphone montrent pourtant qu'il a gardé un cycle d'éveil moyen de 16 heures pour 8 heures de sommeil, soit un rythme de vie stable sur 24 heures. Le jugement du géologue était décalé alors que son rythme biologique était normal. La preuve qu'on a tout de même un organe du temps caché en nous. En fait, presque toutes les cellules de notre corps ont une horloge circadienne. Ce rythme circadien de notre horloge biochimique, sur 24 heures, est calé sur l'alternance jour-nuit de notre planète. Cette horloge circadienne peut fonctionner indépendamment. Même si on est isolé, sans être exposé à la lumière du jour, notre horloge va continuer d'osciller sur un rythme de 24 heures environ. Les petites horloges de nos cellules savent garder le tempo. Alors comment le temps psychologique peut-il s'en éloigner à ce point ? Comment Michel Siffre a-t-il pu se tromper d'autant de jours ? La façon dont notre cerveau appréhende le temps est une question d'échelle. Quand il s'agit d'heures, on sait que c'est lié à notre horloge circadienne. Mais quand on parle de secondes, par exemple pour estimer qu'un feu rouge va passer au vert, c'est un tout autre mécanisme. Jouer de la musique, cuire des pâtes al dente ou choisir la file la plus rapide du supermarché. Ces activités nécessitent une mesure du temps endogène, laquelle ne repose pas sur un rythme circadien jour-nuit. D'où vient notre faculté à estimer les durées et les intervalles, à juger du temps passé, présent et à venir, et notre sens du timing. Le temps est important dans tous les aspects de nos vies, même quand vous m'écoutez parler. Si je fais une pause dans mon discours, vous allez le remarquer tout de suite, parce que votre cerveau compte le temps en permanence et qu'il s'attend à ce que je prononce une autre syllabe dans les prochains centièmes de seconde. Si je ne le fais pas, ça crée un décalage qui interpelle. À propos de pause, et si on en faisait une ? Alors, vous appréciez ou vous trouvez le temps long ? Les sujets d'une expérience ont été invités à prendre place dans une pièce vide et à laisser leur esprit divaguer pendant 15 minutes. Qu'ont-ils fait ? Profiter de cet instant de tranquillité qui leur était offert ? Loin de là. À l'aide d'un bouton, les sujets pouvaient s'auto-administrer des décharges électriques. Mais qui voudrait s'infliger ça ? Pas moins de 25% des femmes ont préféré recevoir des chocs électriques plutôt que rester seules avec leurs pensées. Les hommes étaient encore plus nombreux, 70%. Nul besoin de s'asseoir sur un poêle brûlant comme dans l'exemple d'Einstein pour avoir l'impression que le temps traîne en longueur. Il suffit parfois d'une chaise dans une pièce sans distraction. Car moins il y a de choses qui se passent, plus le temps semble tourner en rond. Pourquoi donc ? Quand on trouve que le temps s'étire, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, c'est comme si l'horloge dans notre tête tournait plus vite. Normalement, l'horloge externe et celle de notre cerveau sont synchronisées. Elles oscillent au même rythme. Mais si l'horloge qui est en nous accélère, ça donne l'impression que l'horloge externe va plus lentement. L'inverse est vrai aussi. Si notre horloge interne tourne plus lentement, le temps externe semble s'écouler plus vite. La façon dont notre horloge interne parvient à mesurer le temps et pourquoi elle oscille plus ou moins vite est encore un mystère, qui donne lieu à différentes hypothèses. La première, c'est qu'une sorte de métronome en nous délivre des impulsions régulières. Plus on perçoit de pulsations temporelles, plus on considère que la durée est longue. À l'inverse, moins on perçoit de pulsations, plus un intervalle de temps est jugé bref. Qu'avez-vous ressenti en voyant ces images ? Si le temps vous a paru rester en suspens face à tant de beauté, c'est normal. Une expérience a été faite à ce sujet.
vous présentez à des sujets des stimulus qui suscitent l'émerveillement, un très beau paysage, et vous présentez en même temps un stimulus visuel qui doit évaluer la durée, mais dans ces cas-là, on observe des sous-estimations, parce qu'ils sont pris par ce visage magnifique, ils sont émerveillés. Et ils ont du mal à se décrocher de cet état émotionnel pour pouvoir traiter la durée du stimulus neutre qui a été présenté. Notre métronome interne continue d'osciller. Sauf que dès qu'on détourne l'attention de la durée, certaines impulsions vont être perdues, vont être oubliées. Lorsqu'on détourne son attention du temps, et s'il y a moins d'unités, le temps est jugé plus court. Mais peut-être que notre cerveau n'a pas besoin d'un métronome. Peut-être que l'activité cérébrale elle-même nous donne la mesure du temps qui passe. C'est l'autre hypothèse quant au fonctionnement de notre horloge interne, celle des réseaux de neurones. L'horloge des réseaux de neurones ne fonctionne pas comme un oscillateur. Elle se base sur la vague d'activité électrique entre les neurones. En clair, l'influx nerveux qui se propage de neurone en neurone nous sert de repère pour notre estimation temporelle. Notre cerveau est constitué de neurones qui communiquent les uns avec les autres. Un neurone peut en activer un autre, qui va en activer un autre, ce qui donne des schémas d'activité neuronale. On peut voir ces schémas comme un jeu de dominos, où un domino renverse celui d'à côté, qui va renverser le suivant. Si dès lors qu'on pousse un premier domino, le 100e domino tombe toujours 10 secondes plus tard, on peut utiliser cette donnée comme un repère. On se sert de cette vague d'activité neuronale pour estimer le temps. Dernière hypothèse, notre perception du temps ne dépend pas que de notre cerveau, mais de tout notre corps. Alors que l'épouse du neuroscientifique américain Hudson Hoagland était fiévreuse et alitée, elle se montrait impatiente dès qu'il quittait la chambre. Quand sa fièvre a atteint 40 degrés, sa perception du temps s'était tellement ralentie que dès 34 secondes, elle avait l'impression qu'une minute s'était écoulée, comme si sa fièvre avait dilaté le temps vécu. On peut imaginer que certains processus physiologiques, comme le rythme cardiaque, déterminent en partie notre perception du temps. Sans ces processus physiologiques, même inconscients, on n'aurait peut-être pas de notion du temps. Une hypothèse difficile à vérifier puisqu'il est impossible de mettre en veille certaines fonctions corporelles et pas d'autres. Des électrocardiogrammes ont néanmoins montré aux chercheurs qu'une aire cérébrale, active lors du traitement de l'information temporelle, contrôle aussi certains processus physiologiques. Le cortex insulaire collecte et code tout un éventail d'informations diverses, mais qui sont toutes en rapport avec notre subjectivité. Certains processus internes et physiologiques dépendent du cortex insulaire, lequel est aussi impliqué dans la perception temporelle et l'orientation spatiale. On a beau ignorer comment notre corps ou notre cerveau mesure exactement le temps, on a identifié certains facteurs qui font que le temps semble passer plus vite ou plus lentement. Dès qu'on est face à quelqu'un qui va exprimer une émotion, ça va impacter notre horloge interne et du même coup, ça va provoquer des distorsions du temps. Avez-vous eu aussi l'impression que le visage agressif était apparu plus longtemps que le visage triste ou joyeux? Comment l'expliquer? Quand on a face à nous quelqu'un qui est agressif, on a un instinct de survie. Tout le cerveau, tout notre corps est en activation physiologique, c'est accéléré, mais du même coup, ça a entraîné notre horloge interne. Le temps est jugé comme plus long. Un phénomène plus qu'utile sur le plan évolutif. Est-ce aussi pour cette raison que lors de situations dangereuses, on a parfois l'impression que soudain, toute l'action se déroule au ralenti? Beaucoup de gens ont déjà fait l'expérience du temps qui semble décélérer lorsqu'ils se retrouvent dans une situation dangereuse ou mortelle. On suppose que ce qui se passe, c'est du surcadençage.
Si le cerveau se met soudain à travailler plus vite, que l'information est traitée plus rapidement et que les vagues d'activité cérébrale s'accélèrent, ça donne l'impression que le monde extérieur tourne au ralenti. Il y aurait un bouton d'accélération dans notre cerveau qui nous donne la fulgurante réactivité d'une mouche face à un danger? En réalité, on en sait assez sur le fonctionnement des neurones pour savoir qu'ils ne peuvent pas accélérer tant que ça. On sait très exactement combien de temps l'influx nerveux met entre la rétine et le cortex visuel, par exemple, puis le temps qu'il mettra à être traité, etc. Or, quand on vit un événement aussi rapide, par exemple quand on doit freiner d'un coup parce que quelqu'un déboule devant la voiture, ou bien quand un gardien de but doit arrêter le ballon, nos réactions s'enchaînent bien plus vite que le temps dont j'ai besoin pour tirer une histoire cohérente de ce moment. Alors comment est-il possible que le temps semble s'arrêter alors qu'en réalité, il suit normalement son cours? Je pense qu'on peut parler d'illusion. On croit à tort avoir pensé ça au moment même où on appuyait sur la pédale de frein, ou pendant qu'on essayait d'arrêter le ballon. Notre perception temporelle n'a peut-être pas ralenti à l'instant T, mais puisque l'événement nous laisse un souvenir riche en détails, on en déduit a posteriori que le temps a ralenti. Une distorsion qui se rapporterait à une forme d'hypermnésie. C'est comme si on savait intuitivement ce qu'on doit retenir d'un événement et ce dont généralement on se souvient. Alors si en fait on se souvient d'une foule d'autres détails, on se l'explique par après en se disant que le temps a ralenti, qu'il s'est dilaté. Pourtant, on l'a tous déjà vécu. En même temps qu'on tombe, on se dit « Quelle est longue cette chute ?» Cette pensée se grefferait sur le souvenir a posteriori. Le jour où j'ai eu un accident de voiture, que ma voiture était en train de déraper, je me souviens avoir clairement pensé « Waouh, le temps ralentit alors que je suis en danger ». Je ne crois pas que l'hypermnésie explique cette impression de temps qui s'étire. On peut plutôt penser que c'est une sorte d'illusion, d'hallucination. Peut-être qu'en définitive, ce ralenti théâtral à un moment crucial est un mélange de tout ça. Vigilance accrue, mémoire en surchauffe et hallucination. Et ça ne vaut pas que pour les moments où on tombe d'une falaise ou on glisse sur du verglas. C'est aussi le cas quand on a le sentiment que personne ne nous aime. Dans le cadre d'une expérience, des chercheurs ont dit à certains volontaires que personne ne voulait s'associer à eux. Les minutes suivantes leur ont paru bien plus longues qu'aux personnes à qui on avait affirmé qu'elles étaient appréciées. Susan Jane, I want to be your friend. Will you come to our party? Quand on se sent aimé, le temps s'écoule plus vite. Autrefois, être rejeté par nos semblables était souvent synonyme de mort. Pas étonnant donc que cette peur primitive de l'exclusion sociale puisse déformer notre ressenti temporel. Même un événement moins dramatique peut suffire à faire varier notre notion du temps écoulé. Quand on fait l'expérience d'une nouveauté, notre jugement temporel s'étire et donne l'impression que plus de temps passe. On constate une hausse des réponses à la nouveauté dans le cerveau. Les neurones sont plus actifs et l'amplitude de leurs réponses change aussi. Tout ça fait que le temps se dilate. Cela vaut non seulement pour les moments où on vit quelque chose d'inédit, mais aussi quand on se remémore ces expériences nouvelles. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le... Les panneaux sont écrits dans une langue étrangère, on visite des musées, on loge dans un hôtel, on goûte à d'autres plats. Sur le moment, avec toutes ces nouveautés, on a l'impression que les vacances filent à la vitesse de l'éclair. Mais plus tard, on se remémore tous ces souvenirs. Alors les vacances prennent plus de place dans notre mémoire. Maintenant, comparez ça à une semaine normale, où on se réveille tous les jours au même endroit, on s'habille, on va au travail. Entre le lundi et le vendredi, la semaine semble durer une éternité. Mais plus tard, on se souviendra peut-être d'un seul fait marquant, comme revoir un vieil ami, et on aura l'impression que le temps a filé.
Est-ce aussi pour cela que beaucoup de vieilles personnes disent que le temps semble passer plus vite? Parce qu'en vieillissant, on a moins de nouveautés dans notre vie? On s'est trouvé un peu ce qu'on a appelé face au paradoxe de nos grands-mères, parce qu'elles étaient capables de tenir deux discours différents en même temps. Elles disaient que le temps passe vite, et en même temps, à chaque fois qu'on allait les voir, elles disaient que le temps passait au ralenti, passait très lentement, qu'il s'éternisait. Comme si les jeunes et les personnes âgées ne percevaient pas le temps de la même façon. On engrange beaucoup de connaissances et de sagesse sur le monde. Plus rien ne nous surprend. Ça pourrait être juste le résultat d'une réponse réduite à la nouveauté, à cause de tout ce qu'on sait déjà du monde. Ça semble logique, mais peut-on le prouver scientifiquement? Notre sens du temps qui passe varie-t-il selon qu'on est au matin ou au soir de notre vie? On a laissé un téléphone portable à des personnes jeunes et des personnes âgées de plus de 65 ans et 8 fois par jour, elles avaient un appel téléphonique. Et sur cet appel téléphonique, elles devaient répondre à une question. À ce moment-là, comment vous sentez la vitesse du passage du temps? Bien entendu, on leur a posé d'autres questions sur ce moment. Est-ce que ce moment-là, elles étaient plutôt heureuses, plutôt tristes? Est-ce qu'elles faisaient une activité qui captait toute leur attention ou pas? Bref, on posait une série de questions pour analyser le contexte dans lequel ce sentiment du passage du temps avait été formalisé. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun effet de l'âge. La seule chose qui va compter, c'est qui vous êtes et ce que vous faites. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps en occupant ses journées de façon enrichissante. Pratiquer des activités stimulantes, apprendre de nouvelles choses, au lieu de rester les yeux rivés sur son téléphone. La technologie, comme les jeux vidéo, etc., permettent de moins s'ennuyer parce que ça remplit le temps en faisant quelque chose. Et si on s'ennuie moins, on oublie la lourdeur du temps. Du même coup, ils savent plus être confrontés à du temps vide. C'est l'inconvénient. Pour éviter à tout prix de s'ennuyer, on remplit chaque minute et le temps file à toute vitesse. Mais quand les distractions s'arrêtent, on s'ennuie d'autant plus vite. Comment trouver le bon équilibre face au passage du temps? I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. On a travaillé sur la méditation de pleine conscience. On a un grand entraînement pour se focaliser son attention sur le présent, sur le corps, et éviter de penser à d'autres choses. Les études montrent que ceux qui méditent régulièrement ont souvent une meilleure notion du temps. Apprendre à focaliser son attention aide à mieux estimer la durée. Peut-être que cette attention portée au moment présent est une métaphore de l'éternité, d'un temps qui ne semble ni s'écouler, ni s'arrêter, qui ne semble même pas avoir de commencement. Il faut que le temps quitte l'attention, quitte notre conscience pour que finalement on a l'impression que le temps s'envole ou on a même le sentiment d'être hors du temps. Quand on passe un moment agréable, on ne se rend pas compte que les heures défilent, alors qu'on y est très sensible quand on ne va pas bien. Les personnes qui souffrent de dépression ont parfois l'impression que le temps s'est arrêté. On peut imaginer utiliser une thérapie temporelle pour restaurer leur sens du temps et le faire redémarrer. Cette nouvelle approche thérapeutique a été testée avec un casque de réalité virtuelle, où les patients volent à travers la galaxie. La vitesse à laquelle les étoiles filent à leur rencontre influence leur notion du temps. La réalité virtuelle nous permet de changer le temps perçu. On présente aux patients un stimulus destiné à accélérer leur ressenti temporel. Notre perception subjective du temps qui passe dépend largement de nous. On peut l'influencer et l'améliorer. Le temps qui défile quand on regarde une montre est immuable.
C'est notre propre expérience de cet instant qu'on peut influencer. Le temps est le grand égalisateur. Peu importe qu'on soit jeune ou vieux, pauvre ou riche, on a tous 24 heures dans une journée. Et à bien des égards, on se définit par nos actions, par ce qu'on choisit de faire dans ce temps qui nous est imparti. Une seconde aujourd'hui a la même durée qu'une seconde dans 1 million d'années. Une seconde détermine l'instant de notre naissance et une autre, celui de notre mort. Mais le temps qui s'écoule entre les deux n'appartient qu'à nous. Même s'il nous est impossible de saisir exactement ce qu'est le temps, on sait qu'il n'existe personne d'autre sur Terre qui le vit de la même façon que nous.